Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tutoriel consacré à l'électroménager. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne un aspirateur et comment le dépanner. Tout d'abord, il faut savoir que dans le domaine de l'électroménager, il existe deux types de moteurs. Le moteur asynchrone et le moteur universel. Le moteur asynchrone, il est surtout présent dans le domaine industriel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est plus robuste et qu'il s'use moins vite. Par contre, il ne peut fonctionner qu'en courant alternatif. Alors que le moteur universel, le moteur qui nous intéresse particulièrement, il est plus léger, mais il s'use plus vite parce qu'il possède ce qu'on appelle des balais charbon. Mais lui, il a un avantage, c'est qu'il peut à la fois fonctionner en courant alternatif ou en courant continu. C'est pour ça qu'on le retrouve quotidiennement, d'ailleurs dans tous les objets électriques du quotidien, que ce soit la perceuse électrique, le rasoir électrique, le mixeur ou l'aspirateur, l'objet qui nous intéresse aujourd'hui. Dans tous les cas, ces deux types de moteurs, ils reposent sur des principes fondamentaux d'électromagnétisme, c'est-à-dire des lois fondamentales d'électromagnétisme. Ces lois qui sont les lois de Faraday, la loi de Lenz et la loi de Laplace. Sauf qu'ils vont les utiliser différemment pour leur fonctionnement. Dans le cas du moteur asynchrone, on va surtout privilégier la loi de Lenz, alors que dans le cas du moteur universel, on va plutôt mettre en évidence la loi de Laplace. Mais dans les deux cas, ils utilisent ces trois lois fondamentales. Donc, pour schématiser, on a tous déjà vu au quotidien dans la vie des aimants naturels. Des aimants, je vous rappelle, ils sont constitués d'un pôle nord et d'un pôle sud. Et ces aimants, ces polarités, elles sont fixes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire varier leur polarité. Ce sera toujours le pôle nord qui sera le pôle nord et le pôle sud. Et ces aimants, ils émettent un champ magnétique. Quand vous mettez des aimants, l'un en face de l'autre, en fonction de la polarité, bien sûr, ça va donc créer un phénomène d'attraction ou de répulsion. C'est-à-dire qu'ils vont soit s'attirer, soit se repousser. Et c'est sur ce phénomène d'attraction et de répulsion que va reposer le cœur du fonctionnement de ces deux types de moteurs. Pour être plus précis, les moteurs vont utiliser l'interaction entre des champs magnétiques créés par ce qu'on appelle des électroaimants, c'est-à-dire des éléments artificiels, qui vont donc créer ou générer des pôles magnétiques pour produire des forces d'attraction et de répulsion. Et c'est ce qui va faire tourner le moteur. Donc, pour parler du moteur asynchrone, il faut savoir qu'il est donc constitué de ce qu'on appelle un stator, partie fixe, et un rotor, partie mobile. Ce stator, il est lui-même constitué de bobines de fil de cuivre qui vont former des spires. Quand un courant va traverser ces bobines de fil de cuivre, ça va créer ou se transformer en électroaimants qui vont eux-mêmes générer ce qu'on appelle un champ magnétique. Ce champ magnétique tournant, il va donc créer ce qu'on appelle des courants induits dans le rotor. Le rotor en cage d'écureuil. Donc ce rotor en cage d'écureuil, il est composé de barres conductrices. Quand ces courants induits de Foucault vont traverser ces barres conductrices, ça va créer un autre champ magnétique. Et c'est l'interaction entre ces deux champs magnétiques qui va générer une force qui va entraîner l'axe du moteur. Donc là, il n'y a pas de source d'énergie extérieure, il n'y a pas de contact direct, tout repose sur un phénomène d'induction. Et le rotor, le champ magnétique du rotor va dépendre essentiellement de la création du champ magnétique du stator. Dans le cas du moteur universel, il y a toujours un stator, une partie fixe, et un rotor, une partie mobile. Donc le stator est toujours composé de bobines de fil de cuivre. Quand elles sont traversées par un courant, ils vont devenir des électroaimants qui vont donc générer un champ magnétique. Ce champ magnétique va avoir des polarités, pôle nord et pôle sud. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on va pouvoir faire varier leur polarité en fonction du sens du courant. C'est-à-dire que le pôle nord peut devenir pôle sud et vice-versa. C'est très intéressant. Donc du coup, il va se passer la même chose dans le rotor. Le courant électrique va donc traverser ces bobines de fil de cuivre et ça va créer un autre champ magnétique. L'interaction entre ces deux champs magnétiques, ça va donc générer une force qui va entraîner l'axe du moteur. Et là, il y a un contact direct, c'est-à-dire qu'il y a une connexion électrique entre le stator et le rotor. Cette connexion électrique, elle est primordiale. C'est ce qu'on appelle les balais charbon ou les charbons. C'est eux qui vont assurer le lien électrique entre le stator et le rotor. Voilà. Et quand ils sont usés, il n'y a plus de lien électrique. Donc plus de lien électrique, plus de connexion électrique, plus de création de champs magnétiques, plus d'interaction entre les champs magnétiques, donc le moteur ne peut pas tourner. Ou alors ça peut créer des problèmes de performance. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps contrôler l'état de ces balais charbon, voir s'ils ne sont pas usés. Ça peut être une cause de panne. Donc,
Ce fameux moteur, il est lui-même commandé par une carte électronique. La carte électronique, c'est le cerveau de l'appareil. C'est elle qui va contrôler la résistance et la puissance fournie au moteur en fonction des réglages de l'utilisateur. Il y a dans cette carte électronique plusieurs composants. Il y a un composant qui s'appelle le potentiomètre. Pour faire une analogie, celui-ci c'est comme un robinet. C'est comme un robinet qui va contrôler le débit du courant. Donc il va avoir un rôle important, c'est lui qui va contrôler ou régler ce qu'on appelle la résistance, mais surtout l'angle de conduction du triac. Le triac, c'est également un composant semi-conducteur qui va donc servir comme un interrupteur pour courant alternatif. Parce qu'il va découper ce qu'on appelle une sinusoïde, et en découpant cette sinusoïde, il va laisser passer une petite partie ou une grande partie du courant. Voilà, donc c'est un composant qu'on dit semi-conducteur. Donc ce triac, c'est un élément essentiel parce que c'est lui qui va faire varier la puissance du moteur. Et quand ces contacts ou ces broches, parce qu'il possède 3 broches, quand 2 de ces broches sont en court-circuit, ça peut créer une panne. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus faire varier la puissance, la vitesse de votre moteur. Votre moteur tourne toujours à la même vitesse et il est impossible de la faire varier. Voilà, ça peut être une panne. Donc, pour conclure, on peut dire que le potentiomètre, c'est une résistance variable avec un curseur qui permet de faire varier sa résistance, et que quand l'utilisateur tourne le bouton maximum, minimum, c'est comme s'il tournait le potentiomètre, et comme s'il ajustait la résistance et la puissance qui était fournie au moteur. Maintenant, on va voir ensemble les différentes pannes possibles dans l'aspirateur. Donc pour résumer, les moteurs électriques utilisent l'interaction entre les champs magnétiques créés par des électroaimants et des aimants permanents et le champ magnétique généré par le courant dans la bobine. Cette interaction produit des forces d'attraction et de répulsion qui provoquent la rotation du moteur. Donc, on a affaire à la loi de Laplace. La loi de Laplace, elle est présente dans les deux moteurs, plus prédominante dans le moteur universel. Donc, elle dit quoi? Elle s'énonce comme ceci. Tout conducteur parcouru par un courant électrique, plongé dans un champ magnétique, est soumis à une force électromagnétique ou force de Laplace. Donc, comment qu'on peut appliquer ça dans le moteur à courant continu, notre moteur universel? Le rotor va tourner entre les deux pôles du stator, aimant ou électroaimant, et la force de Laplace, elle va entraîner la rotation du rotor. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la rotation du rotor fixée à l'arbre du moteur, elle fait tourner l'hélice ou la turbine, générant ainsi le mouvement d'air responsable de l'aspiration. Alors, tout à l'heure, on a évoqué ensemble le fait qu'on pouvait changer la polarité du champ magnétique. Donc, changer la polarité du champ magnétique, du stator ou du rotor, ça permet d'inverser le sens de rotation du moteur. Alors, pour ça, on inverse les connexions de l'un des deux enroulements, soit du stator, soit du rotor. Et ça a pour effet d'inverser le sens du courant dans cet enroulement, et donc la polarité de son champ magnétique. Donc, il ne faut jamais inverser deux enroulements à la fois, sinon les deux champs resteraient synchrones. Donc ce fonctionnement il est rendu possible grâce à un commutateur mécanique qu'on appelle un collecteur, qui va inverser automatiquement le sens du courant dans le rotor à chaque demi-alternance du courant alternatif. Parce que je vous rappelle qu'en courant alternatif, le courant change de sens 50 ou 60 fois par seconde. On appelle ça les 50 Hz ou 60 Hz. Donc pourquoi j'évoque ça? C'est parce que c'est utile pour les machines à laver. Les machines à laver, elles ont besoin de changer de sens de rotation, parce qu'il faut brasser et essorer. Et ça permet d'éviter les nœuds ou alors les boules de linge. Voilà pourquoi on change la rotation du moteur. Alors nous, ça ne nous concerne pas dans le cas de l'aspirateur, parce que l'aspirateur, l'hélice, elle tourne toujours du même sens. Pareil pour les moteurs de ventilateurs, ils tournent toujours du même sens. Mais par exemple, les voitures télécommandées, on a besoin d'inverser le sens de rotation du moteur pour faire la marche arrière, par exemple. Voilà. Donc on ne va pas plus aller plus loin à ce sujet, et on va donc passer tout de suite aux pannes. On va voir ensemble les différentes pannes possibles dans l'aspirateur. Donc il faut toujours être méthodique et suivre le procédé en fait. Vous pouvez même faire un algorithme. Donc la première panne qui peut arriver, c'est quand votre aspirateur, vous trouvez qu'il y a un problème d'aspiration et qu'il fait beaucoup de bruit. La première chose à faire, c'est de vérifier systématiquement les filtres. Parce que quand les filtres sont encrassés, ça peut limiter le flux d'air. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'air chaud, elle reste où il y a le moteur et ça peut surchauffer votre moteur. Donc si le filtre il est
saturé, il est comment dire encombré de poussière. Là, il faut le nettoyer ou alors procéder à son remplacement. Première panne. Deuxième panne, vous avez votre moteur qui, on l'a vu précédemment, vous n'arrivez pas à faire varier sa vitesse. Là, il faut regarder si ce n'est pas le potentiomètre ou alors le triac. Dans la majorité des cas, c'est le triac qui est en court-circuit. Et là, on ira voir comment mesurer à l'ohmètre, voir son état général. Ça ne veut pas dire que ce sera précis, mais on saura au moins si le triac est mis en cause. Ça, c'est la deuxième panne. Troisième panne, vous avez votre moteur, rien ne se passe. Vous ne pouvez pas, vous appuyez sur le bouton, le moteur ne fonctionne pas, il ne marche pas. Donc, première chose à faire, il faut aller vérifier la prise. C'est la première chose toute simple à faire, parce que parfois, à force de plier la prise, à force de l'enrouler, ça peut se détériorer à l'intérieur. Regardez si le bouton n'est pas endommagé, ça aussi. Ensuite, on ouvre l'appareil, et là, on va aller mesurer au multimètre si on a bien 230 qui est délivré par la carte électronique. S'il y a 230 volts qui est délivré par la carte électronique, là, on ira voir l'état général du moteur. On prendra notre multimètre et on se mettra en mode voltmètre, ou pardon, ohmmètre. On ira mesurer les enroulements du moteur. Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était fait de bobines de cuivre. Donc, dans le cas où votre multimètre affiche une valeur de 1 ou OL, ça veut dire over limit, ça veut dire que la résistance est infinie. Donc, les enroulements, les bobines sont coupées. Donc là, il faudra faire le remplacement du moteur, procéder à son remplacement. Ensuite, si vous voyez qu'il y a une valeur de quelques ohms, 3 ohms ou une dizaine d'ohms, ça veut dire que le moteur, ses bobines sont en bon état. Donc là, on ira voir les charbons. Donc, on vérifie l'état des charbons. S'ils sont détériorés, là, on procédera à leur remplacement. Donc, dans le cas où il n'y a pas 230 volts qui arrivent au moteur, on va aller voir la prise. Comme je vous l'ai dit, on regarde le bouton ou la prise de la carte électronique. Donc dans la carte électronique, on inspecte déjà si les phases neutres, le fil de phase et de neutre ne sont pas coupés. On regarde si les soudures sont en bon état, parce que des fois les soudures peuvent se détériorer. On regarde s'il n'y a pas de composants qui ont cramé. On peut le voir des fois visuellement. Et là, nous, on ira voir juste le potentiomètre. On ira voir avec le multimètre si sa valeur ohmique est correcte. Parce que je vous rappelle que le potentiomètre, c'est une résistance variable avec un curseur. Donc on ira voir avec le multimètre si la valeur ohmique est bonne. Et ensuite on ira voir le triac. On ira mesurer entre ces bornes. Parce que je vous rappelle qu'un triac, il y a 3 pattes, plutôt 3 broches. La node 1, la node 2 et le courant de la gâchette. Et nous on ira simplement voir si les pattes ne sont pas coupées. Ce qui peut être une cause de panne. Et dans le cas là, si on n'arrive pas à trouver, là il faut changer la carte. Donc soit vous changez le potentiomètre ou le triac, soit vous changez la carte. Voilà. Donc on va tout de suite passer à la partie pratique. Donc pour la partie pratique, j'insiste à ce sujet, la sécurité. Vous ne touchez pas l'appareil si vous n'avez pas toutes les conditions de sécurité, c'est-à-dire au moins des gants isolants et avoir, dans la majorité des cas, un disjoncteur différentiel qui puisse, dans certains cas, s'il y a un petit courant qui part, détecter tout de suite et couper. Donc moi j'insiste à ce sujet, ne touchez pas votre appareil si vous n'avez pas toutes les conditions de sécurité. Ensuite, il vous faudra donc un tournevis Torx et un multimètre avec peut-être des pinces crocodiles, et c'est facultatif, un fer à souder dans le cas où vous avez besoin de dessouder. Allez, à tout de suite pour la partie pratique. Donc là on est dans la partie pratique, donc j'ai téléchargé la documentation technique sur le constructeur officiel, donc c'est simple à faire, vous avez juste à noter le nom du constructeur et puis sa référence. Donc vous voyez sur ce schéma électrique, on voit les éléments qui nous intéressent, donc le potentiomètre bien sûr, il n'y a pas sa valeur, mais on voit qu'il y a le potentiomètre, il y a l'interrupteur, le triac, l'élément qui fait varier la vitesse du moteur. Vous voyez que le moteur il est raccordé au COS là, et puis vous avez l'enrouleur de câble. Donc toutes ces informations sont nécessaires. Donc nous on va déjà mesurer le triac à l'ohmètre. Donc en mettant les pointes sur A1 et A2, on devrait trouver une résistance infinie. Et on peut même également mesurer une résistance, une valeur entre la gâchette et la node 1 qui doit être très faible, donc quelques ohms. Donc sur votre multimètre, vous verrez afficher une valeur OL, donc ce qui veut dire over limit, donc résistance infinie entre A1 et A2. Ou alors, ça dépend du multimètre, vous pouvez voir afficher une valeur de 1. Donc c'est un peu la même chose, valeur de résistance infinie. Donc ça nous permettra de savoir si le triac il est en court-circuit ou si ses contacts sont coupés. On peut également faire une autre méthode, shunter, c'est-à-dire stimuler un courant entre A1 et la gâchette avec un fil conducteur. Et là, on devrait trouver quelques ohms.
Donc ça, c'est pas une méthode très précise, hein, parce que ça va pas nous donner le comportement du triac dans le circuit de commande, et on ne pourra pas vérifier à quel moment il se déclenche. En gros, on ne pourra pas vérifier si sa capacité de commutation est adéquate. Donc ça, il faudrait un oscilloscope. Là, c'est parce que je me doute que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément un oscilloscope, et c'est juste pour faire un état général très rapide. Allez, on va tout de suite dans la partie pratique. Donc nous voici dans la partie pratique. Donc on va voir ensemble les différentes pannes qui sont possibles. Je vais vous énumérer une après une en fonction des choses qu'on va mesurer, des composants qu'on va mesurer. Donc pour réaliser ce tuto, il vous faudra un tournevis Torx comme je vous avais dit. Voilà à quoi ça ressemble la forme. Et un multimètre. Donc là j'ai déjà positionné mes pointes. Voilà. Et bon, c'est facultatif, je vous le montre quand même, mais un fer à souder au cas où j'ai besoin de dessouder des composants. Donc on va déjà enlever le tuyau là, pour se faire un peu plus de place. Donc quand ça aspire pas bien, la première chose à faire, c'est de regarder s'il n'y a pas quelque chose d'obstrué à l'intérieur. Ça paraît simple, hein, ça paraît logique, mais bon, il y en a qui ne pensent pas forcément. Donc on va enlever le tuyau, une fois que vous regardez qu'il n'y avait rien dedans. Voilà. Donc moi j'ai vérifié, c'est bon. Maintenant, imaginons que vous allumez l'appareil, qu'il ne se passe rien du tout. On va déjà vérifier, hein, chose toute simple aussi à faire, la prise. Des fois c'est des choses toutes simples. Parce qu'à force de s'enrouler, des fois ça peut se dénuder à l'intérieur, ça peut se détériorer. Donc souvent c'est vers là, à force d'enrouler. On reverra ça après. Maintenant on va pouvoir démonter. Alors, avant toute manipulation, vous avez vu, j'ai mis des gants isolants pour me protéger. Très important, vous ne manipulez pas l'aspirateur sous tension sans le maximum de précaution, c'est-à-dire des gants. Et puis aussi, le mieux, ce serait d'avoir un disjoncteur différentiel, hein, parce qu'il y a certains disjoncteurs, tous les disjoncteurs, d'ailleurs les disjoncteurs à la base, ne vous protègent pas vous. Il faut un disjoncteur différentiel, il faut faire la nuance entre les deux, pour qu'il puisse détecter un courant de fuite. Donc le mieux, c'est d'être vraiment dans toutes ces conditions de sécurité. Ne manipulez pas l'appareil sous tension si vous n'avez pas toutes les bonnes conditions de sécurité. Voilà, c'était la mise au point. Donc j'insiste, moi ce qui m'inquiète, c'est votre sécurité. Alors on va ouvrir. Donc première chose qu'on peut observer, on regarde le filtre. Donc des fois quand ça ne tourne pas bien, quand vous entendez un espèce de bruit, que le moteur a du mal à aspirer, première chose à faire, c'est regarder si les filtres ne sont pas saturés. Là dans ce cas là, vous voyez déjà celui-là il n'est pas en bon état. Donc ça peut causer des bruits. Voilà déjà le premier filtre. Ensuite vous avez ici un autre filtre. Celui-ci je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps. Filtre moteur, il faut le nettoyer aussi de temps en temps. Donc ça coûte une dizaine d'euros quand on veut le changer. Ça dépend de la marque de l'aspirateur aussi. Donc toujours regarder les filtres. Maintenant on va démonter. Donc prendre le tournevis cruciforme. Voilà, on va se mettre là. Pardon, le tournevis Torx. Donc il faut nettoyer souvent les filtres, hein, vous les changez régulièrement. Comme je vous ai expliqué, quand un filtre est encrassé, c'est pas bon pour limiter le flux d'air. Ça limite le flux d'air et l'air chaud risque de faire surchauffer votre moteur et voilà, ça peut le détériorer et causer des problèmes de performance. Donc j'insiste, faites l'acquisition de gants isolants, de gants isolés. La sécurité avant tout. Il y en a une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros, hein, ce type de gants.
Vaut mieux mettre 20 à 30 € dans une petite de gants comme ça. Et puis être en sécurité que de jouer avec sa vie. Alors, voilà. On va accéder donc au moteur. Donc vous voyez, il y a aussi un filtre ici qui n'est pas en bon état d'ailleurs. Pareil, ça va falloir penser à le changer. Tout ça, ça peut être cause de bruit et limiter les performances de votre aspirateur. Donc, première chose à faire, si vous voyez qu'il n'y a pas de 130 qui vont au moteur, que vous allumez, on va déjà vérifier ce qu'on appelle l'enrouleur. Donc on va démonter tranquillement. Je vais vous montrer Hop, la carte. Voilà. Je vais faire un peu de place. Voilà l'enrouleur. Alors on va mettre nos pointes ici. Donc là il n'y a pas de polarité puisque c'est du courant alternatif. Donc les aiguilles, les pointes de votre multimètre, vous pouvez les mettre n'importe où. Le rouge là ou le noir là, c'est pareil. Comme c'est du courant alternatif. Donc là on prend le maximum de précautions possible. Alors au niveau du multimètre, on va se mettre, vous commencez à avoir l'habitude, en voltmètre alternatif, courant alternatif, donc levé avec la vogue. Pas celui-ci, hein. Levé là. Donc on va se mettre sur du 600 volts parce que c'est du 230 volts généralement qui sort. Donc toujours le calibre au-dessus. Voilà, pour vous montrer bien ici. Donc, je vais donc prendre mon multimètre. Voilà. Donc je le mets ici. Voilà, ça s'affiche bel et bien. Alors attendez, je vous montre. Hop. Vous voyez, ça s'affiche une valeur, donc l'enrouleur n'est pas détérioré. Donc là c'est bon. Voilà, donc déjà on a une information. C'est que la prise fonctionne. Moi je monte bien l'Écosse. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va donc pouvoir vérifier la carte. Donc on va voir si la carte elle délivre bien 230 volts. Donc je vais débrancher, hein. Je redébranche. Hop. Ouais, j'ai débranché ma prise, je travaille en sécurité. Même si j'ai des gants, je suis toujours vigilant. Donc là on va remettre notre carte. Voilà à quoi ça ressemble, on regarde s'il n'y a pas des soudures qui sont cassées, si les fils sont en bon état, s'il n'y a rien de cramé. Donc je vous montrerai la carte plus en détail tout à l'heure pour la mesurer. D'ailleurs on la mesurera après. Donc là, moi malheureusement pour moi, je ne peux pas mesurer la carte directement sur la carte. Vous voyez, c'est juste des cosses ici. L'idéal c'est que j'aurais pu mettre mes 2 points de multimètre ici. Donc là, le problème, c'est ça. Vous voyez, l'idéal, c'était de mettre les 2 points du multimètre là. Donc on va voir si on peut, mais autrement, on va faire autrement. Donc on remet les cosses. Voilà, hop. Vous voyez, là, je vais t'embêter pour mesurer.
Alors ce qu'on peut faire, c'est essayer de mettre les aiguilles, mais c'est impossible. Donc nous, on va se mettre directement sur les bornes du moteur. Alors moi, mon moteur marche, donc je vais vous montrer différemment. Donc vous vous mettez ici avec les aiguilles. Pareil, pas de polarité. Vous mettez ici. Normalement, le mieux c'est de directement sur la carte. Mais bon. Et là, vous devez avoir la même valeur que je vous expliquais tout à l'heure, 230 volts. Donc vous appuyez sur le bouton qui est ici, avec le maximum de précaution. Hop. Et là, vous devez avoir une valeur de 230 volts. Moi, je vous remonte bien. Ici. Donc j'ai fait un autre tuto pour vous montrer comment faire avec des pinces crocodiles, mais là celui-ci me semble le plus simple. Vous appuyez sur le bouton et normalement il y a 230 volts qui devrait afficher. S'il n'y a pas 230 volts, c'est que la carte est endommagée. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment mesurer certains composants. Donc avant ça, on va d'abord retravailler sous tension, c'est-à-dire que je vais débrancher et je vais changer la valeur de mon potentiomètre. Donc là, j'éteins, j'enlève la prise. Voilà, j'éteins, j'enlève la prise, elle est là. Il y a mon potentiomètre qui est ici. Alors, je vais vous montrer le potentiomètre. Ici, je vous montrerai mieux tout à l'heure. Comment dire, tourner la valeur du potentiomètre, changer sa valeur ohmique. On a vu que tout à l'heure il y avait une résistance, il y avait une tension de 220 volts, 200 volts, ce qui est en puissance maximale. Donc cette fois-ci, je vais donc, je répète encore une fois, faire cette mesure hors tension. Donc j'ai enlevé la prise, j'ai rembobiné exprès pour vous montrer qu'on est bien hors tension. Je garde les gants au cas où. Hors tension. Alors l'idéal serait été de prendre le bouton là, mais j'arrive pas à le déclipser. Bien souvent les constructeurs, ils n'arrêtent pas à vous embêter. On peut déclipser parfois le bouton là, et puis comme ça c'est plus facile de faire tourner le potentiomètre quand vous prenez la tension. Là j'ai pas réussi, donc on va faire ça hors tension. Donc bien souvent on peut simplement déclipser le bouton et après, vous vous rappelez, comme j'ai dit, ça fait tourner le potentiomètre. L'axe. La tige du bouton fait tourner le potentiomètre. Donc on va s'adapter. Donc on va déjà regarder à combien le potentiomètre il est en mesure là. Donc je vais me faire un peu de place. J'enlève le sac. Je vais mettre mon multimètre ici. Et on va voir à combien il est au niveau de la mesure. On va voir la valeur ohmique. Alors j'ai oublié de dire que je me suis mis sur 2 mégaohms. Donc la valeur ohmique est de 0,500 mégaohms. Voilà. Alors j'ai mis les points, je vous montrerai tout à l'heure à la carte. C'est simple, on se met juste là. Vous mettez juste là. Vous mettez ici en fait. Donc là je vais changer la valeur. Je vais prendre un tournevis. Là je suis hors tension donc je ne risque rien. Donc je prends mon tournevis. Je vais tourner. Voilà, j'ai fait un demi-tour. Et normalement, la valeur qui s'affiche sera une valeur différente. Donc ça, on le reverra. Donc pareil ici, hop, les deux là. Mais je le montrerai tout à l'heure avec la carte. Je vous montrerai comment on mesure mieux, ce sera plus visible.
Donc vous mettez là. Donc là, on a changé la valeur. Donc nous sommes hors tension, 218 ohms. On va voir l'impact que ça a quand je remets sur tension. Donc j'ai appuyé et on va voir la valeur qui s'affiche. Donc là vous voyez qu'en changeant la valeur ohmique, la valeur de la résistance, on a une variation de la tension. C'est-à-dire que la tension elle est beaucoup plus basse. Tout à l'heure on avait 200 volts en sortie, enfin, qui était fourni au moteur. Là on a à peu près 150 volts. Parce qu'on est en puissance minime, en position minimum. Donc nous allons mesurer maintenant deux éléments de la carte électronique, donc qui sont le potentiomètre et le triac. Bien évidemment le mieux ce serait d'avoir un oscilloscope, mais là on va faire avec les moyens du bord comme on dit. Donc avant toute chose, cette mesure se fera hors tension, j'insiste, c'est pour ça que j'ai rembobiné la prise. Comme dans le cas où on a mesuré le potentiomètre, on avait changé la valeur tout à l'heure pour voir combien on obtenait en sortie. Ben là on fera pareil, on va donc mesurer hors tension. Donc le cas classique, c'est que par exemple, des fois votre moteur, vous n'arrivez plus à faire varier sa vitesse, et comme je vous expliquais, ça peut être souvent le triac. Mais ça, c'est pas une mesure précise, c'est juste pour voir l'état du triac. Donc on va donc retirer la carte. Donc vous pouvez garder les bords. Moi je les garde au cas où, parce que j'ai toujours peur que les personnes oublient que ça se fait hors tension. Donc on se fait un peu de place. Vous voyez, on regarde encore une fois si les fils ne sont pas abîmés. Les soudures sont en bon état. Donc c'est l'élément là, le triac, c'est ce qui nous intéresse. Ici c'est le condensateur, normalement. Ici c'est le potentiomètre, on va aller voir sa valeur. Donc la valeur du potentiomètre, 500K. Donc 500 kOhm. Le diac. Donc tous ces petits composants, ils travaillent ensemble. Et voilà, donc c'est ce qui fait permettre au triac de fonctionner. Mais je vous renverrai un tuto où j'ai été un peu plus explicite à ce sujet, vous verrez, vous comprendrez le fonctionnement. Donc lui, il sert à faire varier la vitesse du moteur, pour faire simple. Donc on enlève, on se fait un peu de place. Un potentiomètre fonctionne comme un pont diviseur de tension avec trois bornes. Une borne connectée à l'extrémité haute de la résistance, donc la borne A, une borne connectée à l'extrémité basse, souvent la masse, la borne B, et une borne centrale appelée curseur, la borne C. Ensuite, pour mesurer la résistance totale du potentiomètre, on met les points du multimètre sur les deux bornes aux extrémités, pas celle du milieu, donc entre A et B. Et peu importe la position du curseur, la résistance totale entre les deux extrémités ne changera pas. Pour mesurer la résistance variable, alors il faut placer une pointe sur une extrémité et l'autre sur le curseur entre A et C. Et là, on doit constater que la résistance varie lorsque l'on tourne le curseur. En gros, un potentiomètre, ça peut être considéré comme un pont diviseur de tension constitué de deux résistances variables. Donc là, j'ai dessoudé, pour avoir une mesure plus précise, vous allez voir que les mesures sont un peu différentes. Vous voyez que je triche pas. Les trois trous, il faudra un petit peu mieux dessouder là. Donc le potentiomètre, je vous rappelle qu'il fait une valeur de 500 kOhm. Donc on convertit. Ça fait 0,500 mégaohm. Voilà. Donc on va mesurer. On va mesurer entre les extrémités. Donc le potentiomètre, vous vous rappelez, il est sur 2 mégaohms puisqu'il faut toujours une grandeur, que le calibre ait une grandeur supérieure à la valeur du potentiomètre pour pouvoir le lire. Donc on va prendre nos pointes. Voilà. Donc on se met aux extrémités. Alors je vous mets bien. Ici, et on observe la valeur que je vous ai dit. Si on se met bien aux extrémités, on obtient la valeur de 0,508 mégaohm. Donc la valeur est correcte. En tout cas, la valeur du potentiomètre, sa résistance fixe en tout cas. Mais comme le potentiomètre c'est une résistance variable, je vous rappelle, c'est un mécanisme de pont diviseur, en fait, il y a deux résistances. On se met bien là donc. Maintenant, on va tourner
avec un tournevis. Donc là c'est sous tension, on risque rien, sous hors tension, pardon. On va tourner à peu près la moitié. Hop, comme ceci. Et vous allez voir. Comme ça. Donc on se remet aux extrémités. Ici, on observe que la valeur est toujours la même. Mais au milieu, si je me mets au milieu, vous allez voir qu'on a une résistance de 0,278 ohms. C'est normal parce que je vous expliquais, il y a un système de pont diviseur. Alors ça, on reviendra, c'est un cours d'électronique. Donc je vous montre. Voilà, on se met ici. Et là, vous voyez, entre celle du milieu et celle-ci, ici, et on obtient de 0,270 ohms. Alors désolé pour les zooms et les dézooms, c'est pour que vous voyez bien. Regardez bien cette valeur. Maintenant, je vais retourner. Alors, je me remets aux extrémités. Hein. Les extrémités, vous savez maintenant, vous avez vu. Donc, comme je l'ai expliqué, il y a 200, il y a 500 mégaohms à peu près. Maintenant, je vais tourner. Encore une fois, je retourne. Pour que vous compreniez un peu le système. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a une variation en fait. C'est tout ce qu'on veut voir. Il faut que ça varie. On peut faire ça aussi avec des pinces crocodiles, mais bon, c'est moins précis. Donc je vais me remettre à l'extrémité. Donc toujours pareil, 0,500 mégaohms. Et ici, 0,500 mégaohms. Hop. Voilà. Maintenant, je fais le sens inverse. Voilà. « 0,500 mégaohms et ici 0 mégaohms en faisant le sens inverse. Donc on voit bien qu'il y a une variation. Voilà. Donc il faut alternativement regarder entre ces broches-là et ces broches-là. Donc on va voir ça avec les pinces crocodiles maintenant. Donc l'intérêt c'est de voir que le potentiomètre varie bien dans ses valeurs ohmiques. Donc vous voyez que c'est plus précis avec le multimètre, quoi. Enfin avec quand il est dessoudé. On va se mettre là. On va se mettre ici. Bon là je peux le faire sans gants. Hein. On va remettre les gants pour pas. Alors on obtient toujours une valeur de 0,500 mégaohms. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Puisque le potentiomètre fait bien 500K ohms. Et hop. Donc si je prends des pinces crocodiles, vous voyez, bon c'est pas vraiment fait ça pour ça, mais bon, on met les deux pinces aux extrémités, attention de ne pas abîmer les broches. Vous voyez que la valeur est de 500 mégaohms. Maintenant je vais tourner. On voit que la valeur ne varie quasiment pas. Maintenant je vais mettre sur la broche du milieu. Vous voyez là, la valeur, elle varie quand on tourne.
C'est normal parce que c'est un pont diviseur. C'est un principe en électronique. C'est un mécanisme en électronique qui permet de faire varier la tension en fonction des valeurs de la résistance. Vous voyez là, elle varie la résistance grâce au pont diviseur. Ça va de 0 quand on passe à l'extrême. Et là on met comme ça, sans s'opposer. On a 505. Je tourne, je fais à peu près au milieu. Voilà, vous avez la valeur là. Et là, 0. Donc il varie bien, la valeur ohmique varie bien, donc il est en bon état. Maintenant on va passer à la mesure du triac. Donc là on va donc passer à la mesure du triac qu'on va faire réaliser avec l'ohmmètre. Donc pour gagner du temps, j'ai pas dessoudé le triac puisque j'en ai un de même modèle, à peu près les mêmes caractéristiques. Il se présente comme ceci. Voilà, pas besoin de dessouder. Donc je vous rappelle le fonctionnement de base du triac. C'est que vous avez 3 broches, anode 1, anode 2 et la gâchette. Donc pour l'activer, il faut envoyer un courant de gâchette pour que A1 et A2 deviennent conducteurs, si vous vous rappelez. Donc on va prendre notre ohmmètre. Voilà, on va se mettre là. Hop. Voilà, on va se mettre en mode ohmmètre sur le calibre 200. Parce qu'on doit trouver que quelques ohms. Alors le calibre ohmmètre est ici. Hop. Voilà, donc on est bien en mode ohmmètre. 200 plutôt. 200 ohms. Donc on va mesurer entre A1 et A2 et on devrait trouver une valeur infinie, si vous vous rappelez bien. Ici. Et ici, on a bien une valeur infinie. Je fais un gros zoom pour que vous puissiez voir. Ici et ici. Vous voyez les deux là. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Une valeur infinie. Donc la valeur est bonne. Il n'y a pas de court-circuit. Maintenant on va se mettre ici à l'extrémité et on constate quelques ohms. Vous voyez 82 ohms. 82 ohms. On se met vraiment ici, je vous montre la gâchette. Pour voir bien. Voilà. Et on constate 82 ohms. Donc apparemment le triac est en bon état. Alors on peut faire notre méthode, on va donc shunter. Shunter c'est quoi? C'est simuler un courant électrique à la gâchette. C'est-à-dire, comme j'expliquais, pour que A1 et A2 soient conducteurs, il faut un courant de gâchette. Donc on va prendre un fil conducteur. Donc là je me suis pas embêté, j'ai un fil de cuivre que j'ai dessoudé. Enfin que j'ai dénudé. Le mieux ça aurait été de mettre un peu d'étain, mais bon. On va prendre les pinces crocodiles. Et on va simuler un courant de gâchette. Donc là je suis hors tension, ça risque rien. Hop. Alors je vais mettre ça. Alors quand on change un triac, il faut voir plusieurs caractéristiques. Il y a 3 caractéristiques à savoir, donc il est important de vérifier plusieurs critères. La tension de crête répétitive, en général pour un aspirateur fonctionnant sur du 230 volts alternative, la tension de crête elle est de 325 volts. Donc il nous faut à peu près un triac de 600 volts qui est recommandé pour les aspirateurs. Ensuite il faut regarder le courant nominal pour un aspirateur. Et ça tourne souvent autour de entre 8 et 16 ampères.
Et puis il faut vérifier le courant de gâchette, comme je l'ai dit, le moment où c'est grâce à ce courant que le A1 et A2 va devenir conducteur. Donc il faut toujours regarder ces critères-là. Et ça, c'est en fonction du constructeur. Donc il faut toujours télécharger le descriptif du constructeur. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc maintenant, vous voyez, comme tout à l'heure, voilà, qu'ici, je vais essayer de zoomer. Voilà, vous avez vu ce que j'ai fait. Et là, je vais chanter. Donc là, logiquement, comme tout à l'heure, hein, c'est des pinces crocodiles, il y a une résistance infinie, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, je vais chanter. Je vais prendre mon fil. Et là, on va observer un phénomène. Voilà, je mets comme ça. Alors, désolé, hein, c'est pas... Et vous allez voir que, en faisant ça, vous allez voir ce qui se passe. Et bah, A1 et A2 vont devenir conducteurs. Enfin, il y aura une petite résistance. Voilà, 82,3 ohms. Voilà. Alors, je vous montre bien. En faisant ça, en chantant la gâchette avec A1 ou A2, on a voilà, on a simulé un courant électrique à la gâchette et du coup c'est passant entre A1 et A2. Voilà, maintenant on va donc ressouder nos composants, notre potentiomètre, et on va passer à la partie moteur. Et n'oubliez pas les éléments que je vous ai expliqués, hein, de toujours vérifier les soudures. Le condensateur, il peut être incriminé, hein. Comme dans les chauffe-eau, il y a souvent les chauffe-eau, les condensateurs qui crament, ou alors les bobines, les relais, pardon. Et tout ça, c'est des éléments à regarder. Et ces 4 éléments, ils travaillent ensemble. Le condensateur, le fameux triac, le potentiomètre que j'ai dessoudé il y a quelques instants, la résistance, et puis voilà, et le diac. Allez, à tout de suite pour la partie moteur. Alors, on laisse bien chauffer le fer. On va replacer notre potentiomètre. Alors, hein, je vous rappelle, hop. Donc vous voyez que les mesures, on peut les faire sur la carte quand on peut. Voilà, les replacer. On a juste à ressouder. On attend que le fer chauffe bien. Alors c'est plus précis de dessouder, hein. C'est pour ça que j'ai dessoudé, je voulais être sûr d'avoir les mêmes mesures. Voilà. Normalement c'est bon. Là, on va simplement mesurer les enroulements et vérifier l'état des charbons. On est reparti. Donc rappel, toujours hors tension. Vous avez donc ici la turbine, on enlève ça. Donc je vous montre les charbons, c'est ça, les balais charbon. Donc c'est ce qui fait contact, connexion électrique avec le rotor, hein, comme on a vu en théorie. Alors je vous montre le rotor. Vous voyez, le rotor, c'est la partie là où il y a les charbons. Alors je vais le faire tourner. On va se faire un peu de place. Donc
quand je tourne la turbine, là, vous voyez l'axe du rotor qui tombe. Voilà, donc ça c'est les turbines, hein, comme on avait vu, hein, le rotor il tourne et puis ça fait tourner la turbine qui permet l'aspiration. Voilà, c'est la turbine là. Donc les charbons, comme je vous ai dit, bah, bien souvent on peut les dévisser, mais là il n'y a pas de vis, donc il faut certainement tout démonter. On va pas le faire parce que autrement le tuto va être trop long. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on va simplement vérifier. On voit de toute façon qu'ils sont en bon état là. Ils frottent bien. Vous voyez les barres conductrices, enfin les rotors. On fera un tuto spécial moteur de toute façon. Donc maintenant, je vais juste vérifier. Ici on se met ici, hein. On se met en ohms mètre. Donc 200 ohms. Ce que je vous dis, c'est quelques ohms hein, sur une bobine de. Sur l'enroulement, la valeur ohmique d'un moteur, c'est quelques ohms. Donc on se met ici. C'est tout simple. Voilà, il y a quelques ohms qui apparaissent. Donc la bobine n'est pas coupée. Si vous aviez eu une valeur de 1 ou une valeur OL, over limit, ça veut dire que le moteur, la résistance était coupée, donc il aurait fallu changer le moteur. Là, vous voyez, il y a quelques ohms qui s'affichent, donc la résistance est en bon état. Donc on refera un tuto où j'expliquerai où je démontrerai tout là, c'est pour aller, parce que autrement le tuto va être trop long. Donc là, on va remonter l'aspirateur. Voilà. Le plus important pour moi, c'était de montrer comment mesurer les raisons. Donc toujours avoir un plan de travail propre. Hein. On en profite pour nettoyer les fils, ce que j'ai fait. Vous voyez, la carte elle est parfaite. Là je prends mon temps hein, parce que c'est vraiment pour vous expliquer quand on est novice. Vraiment bien sûr je vais beaucoup plus vite à la base. Donc on fait bien attention de bien insérer les cosses. Voilà. Donc on met comme ça. Comme ça. Hop. La carte est bien remise. Voilà. Bon, comme je vous expliquais, toujours hors tension. Alors, il y a deux méthodes hein, que je vous ai montré pour le potentiomètre. Soit vous le vérifiez hors tension sur la carte directement, soit vous le faites sous tension, mais attention, il faut le faire avec le maximum de précaution possible. Maintenant, on va donc tout remonter. Bon, le filtre, vous voyez, il est en sale d'état, je vais le changer. Je le montre quand même pour vous montrer, mais je vais le rechanger. Ça, c'est un truc à changer. Donc travaillez toujours avec précaution, surtout quand c'est quand vous travaillez sous tension.
Donc le filtre, il faudra un petit peu le nettoyer. Je l'ai un petit peu nettoyé vite fait. Et il faudra peut-être le changer, mais là pour l'instant ça devrait le faire. Toujours bien vérifier l'état des filtres parce que ça peut causer un problème de surchauffe. Voilà. Donc on va vérifier s'il fonctionne. Donc à une prochaine pour un nouveau tutoriel et on verra cette fois-ci peut-être la machine. Allez, à plus.